Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure du bilan. Comme tous les dimanches, on se retrouve et c'est un vrai plaisir. Avec notre invité, nous allons faire son bilan. Vous retrouverez vos rubriques habituelles. En première partie, on parlera de ses combats. Dans l'œil du bilan, on commentera une photo, une vidéo. Dans le bilan s'impose, je vais l'interroger sur des sujets sur lesquels il n'est pas forcément interrogé. Et enfin, on se retrouvera avec les minutes outre-mer. Et aujourd'hui, en ce dimanche, c'est un vrai plaisir de recevoir Jean-Marc Mormec. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Bienvenue. Merci. Et aussi pour les jeunes de banlieue. On va en parler justement tout de suite puisque on passe à cette première partie d'émission, les combats. On va parler de deux combats, Monsieur Mormec. On va parler de la promotion de la boxe française auprès des jeunes. C'est vrai que vous êtes surtout connu pour votre impressionnante carrière de boxeur. Alors c'est vrai que je résume en quelques mots. Vous décrochez en 98 votre premier titre de champion de France des poids mi-lourds. Vous obtenez des titres de champion du monde. Vous avez désormais pris votre retraite sportive. Vous avez pris le rôle du promoteur en organisant des combats pour promouvoir la boxe et les jeunes boxeurs. D'ailleurs, en octobre 2016, vous avez lancé la Relève, une série de combats qui ont été diffusés à la télévision. Alors c'est vrai que vous avez déclaré à propos de ces jeunes combattants dans une interview à RFI en octobre 2016, ils ont du talent, il faut les aider, il faut qu'ils aient une belle carrière, il faut faire en sorte qu'ils puissent gagner convenablement leur vie. C'est quelque part la chance que j'ai eue. Pourquoi avoir pris cette décision de quitter le ring pour aider les jeunes à travers la boxe ? Je pense que c'est une suite logique, qu'on a fait une carrière, comme la mienne, où je suis parti, j'ai réalisé mes rêves. Maintenant, revenir et pouvoir être promoteur et promouvoir ces jeunes, en fin de compte, ou pouvoir les guider un peu dans leur carrière, je pense que c'est une suite logique. Donc, tout naturellement, on m'a proposé, je l'avais déjà fait pour moi, finir ma carrière en la faisant moi-même, c'est-à-dire en diffusant les combats, en les organisant. Aujourd'hui, je fais pour les autres, et puis ça va très bien. On a pu vous aider, vous, à vos tout débuts de jeunes boxeurs, comme ça, une sorte de papa qui vous aidait, qui vous orientait. J'ai eu un promoteur qui s'appelle Gérard Tesseron, qui a été, c'est vrai, bienveillant. Je combattais souvent, j'apprenais mon métier, au fur et à mesure je montais. Et ensuite, après, il m'a laissé partir avec un autre promoteur, parce qu'il ne pouvait plus, en fin de compte, m'aider. Donc, je pense que c'était une bienveillance. Ça m'a permis aujourd'hui d'arriver où je suis. Donc maintenant, c'est à mon tour de pouvoir envoyer l'ascenseur. Et c'est vrai que votre initiative s'étend également aux quartiers défavorisés. Vous dites que la boxe peut aider à sortir des situations difficiles. Plutôt que de se battre à l'extérieur, il vaut mieux mettre des gants et monter sur un ring. À la lumière de l'actualité, est-ce que vous avez l'impression, pour le moment, d'avoir réussi cet objectif ? Pour l'instant, c'est tout le début. Je viens de signer un contrat avec... donc j'ai déjà arrêté ma carrière il y a 2 ans. Donc je viens de signer un contrat avec la télé. Donc c'est le début. Mais je pense que c'est au fur et à mesure, ça fera son chemin. Comment est née un petit peu cette organisation au niveau de la télévision ? Déjà, l'organisation, elle a commencé un peu avec moi. Quand je suis revenu des États-Unis en 2007, j'organisais mes propres combats, mais j'organisais aussi pour les autres. Donc c'est pas comme si c'est quelque chose que je découvrais, c'est quelque chose qu'en fin de compte j'avais l'habitude de faire, sauf qu'aujourd'hui je suis plus l'acteur, mais sur le ring, je suis en dehors du ring, je fais juste pour les autres, donc en fin de compte c'est une continuité. C'est vrai que le sport est aujourd'hui reconnu par une majorité comme un facteur d'intégration. Il permet de se fondre dans un groupe, de participer aussi à un projet collectif. D'ailleurs, selon le sociologue, j'ai lu des interviews à propos de ça, qui s'appelle Patrick Mignon, le sport peut conduire à une spécialisation précoce ou à un individualisme exacerbé. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? Après, moi, je ne suis pas sociologue, mais je sais qu'en tout cas, moi, ça m'a canalisé, ça m'a permis, en fin de compte, de pouvoir vraiment m'investir, de canaliser mes énergies pour ne pas faire n'importe quoi, que je puisse l'orienter dans le sport en faisant ce que j'ai fait. Et puis ensuite, comme je l'ai dit, ça fait du bien, mais il n'y a pas que le sport pour ces jeunes. Et je pense qu'il y a aussi d'autres propositions à leur faire, parce qu'on ne veut pas tous faire du sport et on ne veut pas tous être champion du monde. Alors, peu importe que ce soit dans le foot ou dans la boxe, mais je pense que voilà, il faut leur proposer les choses. C'est là que vous voyez aussi les différents caractères qu'on peut avoir. La boxe, finalement, c'est vrai qu'elle est compatible avec tous les caractères ? Bien sûr, parce que c'est une adaptation. En fin de compte, c'est de maîtriser son énergie pour pouvoir s'adapter, observer l'autre. La boxe, c'est le noblard, c'est toucher sans être touché. Donc c'est un jeu, mais faut être observateur. Il y a une stratégie à mettre en place. Enfin, il y a
toutes ces valeurs, c'est Côté le dépassement de soi pédagogique. et tout ça, c'est d'être patient pour pouvoir vraiment mettre sa stratégie en place. Donc, je pense que oui, en tout cas, voilà, il y a plein de choses positives. On va parler de votre deuxième combat, Jean-Marc Mormec, vous êtes d'accord? On va parler de l'insertion professionnelle des jeunes défavorisés. Ça, c'est vraiment, Jean-Marc Mormec, votre combat. Vous êtes activement engagé dans l'insertion professionnelle des jeunes. Vous dites d'ailleurs dans une interview au Courrier Picard le 30 mars 2017 que les jeunes de banlieue, des quartiers des ghettos ont besoin d'être considérés et que l'on s'intéresse à eux. Alors c'est vrai que vous avez lancé le 24 novembre 2016 une plateforme qui s'appelle Égalité Emploi, qui permet justement à des jeunes d'accéder à des stages, à des contrats de qualification. C'est vrai que les jeunes disposent également d'une aide à l'orientation via des coachings, des ateliers dispensés par des professionnels des ressources humaines. C'est vrai que le dispositif dispose aussi d'une quinzaine d'entreprises partenaires qui ont proposé 1000 offres à pourvoir. Et dans ces entreprises, on retrouve des grandes firmes françaises comme Danone, Orange, Canal+. Alors c'est vrai qu'il y a 24,6% de chômage c'est chez les jeunes en 2016. Est-ce que finalement 1000 offres c'est un peu faible? Je pense que ça a augmenté depuis, puisqu'on a signé un peu plus de sociétés. On vient de signer Capgemini dernièrement, donc on est en train de signer 2 sociétés. Même si c'est un bon début en tout cas, c'est un début pour ces jeunes. En fin de compte, on a lancé ce dispositif. Bien sûr, c'est formidable. On a lancé ce dispositif, comme vous l'avez dit, c'est quand même assez récent, c'est au mois de novembre avec l'équipe de la délégation. Donc aujourd'hui, ça prend bien. On n'a pas juste lancé une plateforme, mais aussi on a prévu ce qui va avec, c'est-à-dire cette association qui est Jeunesse Outre-mer, qui fonctionne bien, qui gère un peu ces jeunes, à leur CV jusqu'à leur faire passer des entretiens. Donc ça permet à ces jeunes, en fin de compte, d'être préparés à l'entretien qu'ils vont avoir avec leur employeur. Donc, et puis aujourd'hui, et aussi il faut dire merci à toutes ces sociétés qui nous ont fait confiance et qu'ils ont répondu tout de suite présents, en fin de compte, qui voulaient le faire. Et donc ils sont en train de développer. Donc je pense qu'on a plus que 1000 offres aujourd'hui, puisque ça a augmenté, et puis ça continuera à augmenter. Elles acceptent facilement ces sociétés, ou alors c'est vraiment un travail de démarchage un peu? Non, je pense qu'ils savent qu'il y a un vrai problème de réseau par rapport à ces jeunes des Outre-mer et de banlieue, donc ils ont accepté, et comme j'ai dit, merci, puisque ça a été très vite. Vous voyez, ça fait juste 1 an que je suis à cette délégation, et au bout de 6 mois, on avait déjà quand même fait un énorme travail, donc je pense qu'ils ont joué le jeu. C'est vrai qu'on trouve aussi des conseillers d'orientation présents dans les milieux scolaires. Alors, les agences aussi, Pôle emploi, sont censées permettre de trouver un emploi. Est-ce que finalement, l'école et Pôle emploi ont échoué dans l'insertion des jeunes? On ne peut pas dire ça, parce je pense que c'est... chacun fait des efforts de leur côté. Et après, on ne peut pas dire que Pôle emploi et l'école a échoué. Aussi, ils ne sont pas les seuls acteurs, il y a aussi les jeunes. Comment ils adhèrent à ce qu'on leur propose. Mais est-ce que ce système, justement, a peut-être échoué? Peut-être qu'il y a une réorganisation à faire, selon vous? Et je pense qu'on peut toujours s'améliorer. Après, là, je ne suis pas là pour juger ni Pôle emploi ni l'école. Je dis qu'en fin de compte, il faut tout pour faire un monde, et on fait les choses, et il faut proposer les choses. En tout cas, ces jeunes ont besoin d'être considérés. Pour l'instant, c'est vrai que le dispositif a l'air de s'appliquer. C'est vrai, comme vous le disiez, aux ultramarins. Les partenaires opérationnels sont établis avec les associations des jeunes étudiants de Guadeloupe, notamment les réseaux Jeunesse Outre-mer et Outre-mer Network. Et c'est vrai que l'ancien président de la République, François Hollande, qui vous avait reçu le 23 septembre 2016, avait demandé à ce que le dispositif soit étendu à tous les jeunes. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Les jeunes de banlieue qui viennent nous voir aussi, maintenant le dispositif commence à se faire connaître, encore mieux. On a monté aussi un forum au Conseil économique et social, on a eu 1000 jeunes, et puis on avance encore sur ce projet, on va encore monter un forum l'emploi et dans la banlieue. Donc il y a encore plein de projets, et puis il faut que la plateforme se fait encore plus connaître, et puis maintenant vous allez en parler aussi, et ça va permettre aussi à plein de jeunes de savoir qu'il y a cette plateforme et d'y venir. Donc on est très content aujourd'hui avec ce qui se passe. Jean-Marc Mormec, je vous propose tout de suite de passer à cette deuxième partie d'émission, l'œil du bilan.
Alors dans l'œil du bilan, on a toujours cette petite habitude. Alors déjà, on va faire ce bilan du dernier combat de boxe de votre carrière. Est-ce que vous êtes d'accord, Jean-Marc Mormec? Bien C'est vrai sûr. que le 5 décembre 2014, c'était votre dernier combat face au Polonais Mateusz Masternak, où vous avez malheureusement été battu, mais ce jour, vous avez décidé quand même de mettre un terme à une formidable carrière de 19 ans. Je vous laisse tout de suite découvrir un extrait de votre réaction juste après ce combat. J'ai pas de regrets, quoi. J'ai pas de regrets parce que j'ai fait tout ce que je voulais, tout ce que je pouvais surtout. Et quand il mérite, bon, il a mérité sa victoire, les juges ont décidé, et il l'a bien mérité, donc il n'y a pas de regret à avoir. Vous avez déclaré ce soir-là au public du Palais des Sports: à 42 ans, j'ai tenté un dernier défi. J'espère que vous me suivrez dans mes autres activités. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec du recul, dans quel état d'esprit êtes-vous? Très positif, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, donc j'ai fini, je pense que j'ai fait une belle carrière, j'ai remporté tous les titres, même au-delà de ce que je pouvais remporter, de ce que j'espérais. Aujourd'hui, je suis délégué interministériel, je fais d'autres actions pour les jeunes, ça fonctionne bien, j'ai une bonne équipe, qu'est-ce qu'on demande de plus? Donc je suis dans un bon état d'esprit et comme tout fonctionne bien, ça va. Et concernant ce match, avec du recul de quelques années après? Quelques années après, il n'y a pas de regret. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Donc j'ai bien commencé, j'ai beaucoup gagné, j'ai beaucoup gagné. Là, j'ai perdu, il y a des juges. Maintenant, ils ont donné une décision. Maintenant, après, j'avais dit si je perdais, j'arrêtais. Donc il ne peut pas y avoir de regret. Hmm. Il ne peut pas y en avoir. On a dit, donc maintenant, c'est de passer à autre chose. Donc je pense que j'ai réussi à passer à autre chose très vite. Et d'ailleurs, c'est vrai que le Polonais, Mateusz Masternak, avait donné son sentiment à Europe 1 juste avant de combattre avec vous. Il avait dit: c'est un boxeur de renom avec un palmarès mondial. Je suis heureux de pouvoir combattre face à un tel champion. Quel était, vous, votre sentiment juste avant ce match? J'ai fait tout ce qui était possible et inimaginable dans la carrière, partir aux États-Unis, revenir, faire des titres, monter en poids lourd, redescendre, essayer de tenter un dixième comment dire, championnat du monde. Et donc j'étais confiant, je m'étais bien entraîné. Aujourd'hui j'ai trouvé quelqu'un peut-être plus jeune, plus frais, peut-être même plus fort puisqu'il a gagné. Donc après, à un moment donné, il faut laisser la place à d'autres pour passer à autre chose. Et bien on va passer à ce deuxième point, justement, on va parler de ces sportifs qui se lancent en politique. Alors déjà, je vais vous montrer, Jean-Marc Mormec, cette photo. Vous vous souvenez de cette photo? On est le 17 mars 2016 et vous devenez ce jour délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Et il est vrai que ça met fin, comme on le disait, à votre belle carrière sportive. Alors c'est vrai que c'est aussi pour tout sportif, après une carrière dans le sport, à savoir qu'est-ce qu'on va faire après. Alors certains se tournent vers la télévision et deviennent intervenants à la télévision, d'autres se tournent vers le cinéma, et d'autres comme vous font de la politique, et vous êtes loin d'être le seul. Nous avons par exemple Jean-François Lamour, ancien champion d'escrime devenu en 95 conseiller à la mairie de Paris. Il a été aussi ministre. On a aussi Bernard Laporte, ancien sélectionneur du 15 de France, qui a également été ministre. David Douillet aussi, qui a été ministre et député. C'est vrai que le regard porté sur les sportifs par le grand public est souvent un regard très positif, alors que les politiques, on peut plus avoir un regard mitigé. Est-ce que vous avez pensé à un moment donné que ça peut changer une image? Je pense que ça peut le changer. Après, tout dépend les valeurs qu'on défend, tout dépend ce qu'on a véhiculé pendant sa carrière. Moi, j'estime que pour moi, c'est pas de la politique. Donc, j'ai été nommé. Donc là, je fais pas partie d'un parti. J'ai été nommé en Conseil des ministres pour accomplir une mission. Donc, c'est aider les autres. Ce que je fais un peu dans le civil ou quand j'allais en prison ou quand je faisais d'autres actions. Donc, pour moi, ça change rien. J'interviens pas dans les décisions du gouvernement, mais en faisant des actions, je suis un homme de terrain, j'ai une équipe où on travaille ensemble, on est soudés. Moi, c'est comme en fin de compte ou comme j'étais à la boxe. Voilà, j'étais le boxeur, je m'entraînais pour pouvoir prendre des titres. Aujourd'hui, je suis à la tête de cette délégation avec une équipe et en fin de compte, et tous ensemble, on travaille pour pouvoir aider les jeunes. Donc ça change pas, sauf qu'il n'y a pas de sueur, il n'y a pas de sueur, on n'est pas, c'est un autre combat. Voilà, c'est un autre combat et qui est aussi louable et positif. Donc là-dessus, j'ai pas de problème. Et d'ailleurs, on a une interview dans le Figaro en 2010 d'Igor Martinache. C'est le spécialiste des relations entre le sport
et la politique. Et il remarque, hein, c'est sa remarque hein, qu'il fait dans le Figaro, que souvent c'est les partis qui vont chercher les sportifs plutôt que l'inverse. Il s'agit de bénéficier, hein, je cite hein, ce monsieur, il s'agit de bénéficier de leur popularité, de donner une image d'ouverture pour faire face à la défiance des citoyens envers les politiques. Est-ce que vous pensez, alors je ne dis pas vous, hein, mais que certains sportifs, on est dans l'heure du bilan, ont pu être manipulés? Après, je sais pas, mais bon, je pense que peut-être, je dirais peut-être, mais comme on n'est pas à la place des autres, après, je préfère pas interpréter ou commenter sur ça. Moi, je pense que, enfin, je ne l'ai pas été. Je ne l'ai pas été, ce qu'on m'a proposé et j'ai voulu le faire, je l'ai fait en regrettant rien aujourd'hui, j'assume en fin de compte ce que j'ai fait. Et puis je pense que même si ceux qui ont été manipulés, ben, il faut qu'ils assument aussi. C'est vrai que peut-être certains partis politiques envers des sportifs hein, que j'ai pu citer ont pu se dire bah, ils ont une très très belle image et on peut peut-être Oui, les associer. sauf que tous les gens que vous avez cités, en fin de compte, et je pense qu'ils ont aussi quand même pris une décision, ils sont dans un parti où ils ont une carte d'un parti, ils sont devenus députés comme vous l'avez dit. Moi non, j'ai été juste nommé et puis voilà, je compte garder, enfin, si je reste encore, si on veut que je reste encore ce statut et pouvoir aider les autres sans prendre parti dans la politique. Mais il faut faire de la politique en même temps si on veut aider. Donc voilà, il faut trouver un juste milieu, un équilibre. Dans la vie, c'est toujours été... Et vous l'avez voilà, trouvé. Moi, je trouvais mon équilibre, voilà. On va passer tout de suite, Jean-Marc Mormec, à cette troisième partie d'émission. C'est le bilan s'impose. Dans le bilan s'impose, on va parler de la sécurité routière. Alors c'est vrai que le principe de cette rubrique, c'est d'interroger nos invités sur des choses sur lesquelles ils ne sont pas forcément l'habitude d'être interrogés, et puis aussi avoir, Jean-Marc Mormec, votre regard de citoyen. Et on va parler de la sécurité routière. Hein. Vous l'avez sûrement remarqué, on a plusieurs campagnes hein, de sécurité routière, que ce soit à la télévision, sur les réseaux sociaux et même dans la rue. C'est vrai qu'on n'a aucun doute avec ça. L'État veut sensibiliser les citoyens. Et c'est vrai que d'après les chiffres hein, de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, la mortalité connaît 2 années consécutives de hausse avec une estimation de 3 469 décès sur 57 000 accidents au total. Et la vitesse, malheureusement, est la plus meurtrière. Est-ce que vous pensez que cette campagne, vous en tant que citoyen aussi, Jean-Marc Mormec, est assez suffisante ? Après, forcément, ça sensibilise. Mais après, ça n'empêche pas que pour ceux qui aiment la vitesse, ils vont quand même... je pense que quand on fait un accident ou qu'on ne pense jamais à faire du mal à l'autre, en fin de compte, pour ceux qui aiment la vitesse, eh ben, ils conduisent des fois et puis il y a une imprudence qui fait qu'il y a un accident et après on le regrette. Mais à la base, on ne veut jamais faire mal ou tuer, on ne le fait pas intentionnellement. Mais bon, c'est partie de la vie. Et c'est vrai que selon aussi ce rapport, un accident mortel sur 5 impliquerait un conducteur novice, c'est-à-dire qu'il a son permis depuis moins de 2 ans. Vous pensez qu'il est trop facile à avoir aujourd'hui le permis de conduire ? Non, je pense pas, parce qu'il enfin faire attention. Après, c'est aussi comment on doit être maître de son véhicule. Et pour beaucoup de jeunes et je pense qu'ils viennent avoir le permis, donc voilà, c'est tout nouveau. On prend ça pour un jouet, on veut s'éclater, on pense qu'on est déjà on sait maîtriser la voiture et puis en fin de compte après ils se retrouvent un peu dans le décor, ou pour certains peut-être aussi qui fument un peu en disant que c'est pas possible, ou aussi la boisson. Donc je pense qu'il faut aussi faire attention à tous ces paramètres et puis ça ira mieux. Et c'est vrai qu'on voit depuis peu des constructeurs automobiles qui proposent des voitures autonomes qui se conduisent toutes seules. C'est vrai que ces voitures sont bardées de caméras, de capteurs qui leur permettent de suivre plusieurs itinéraires, de changer de fil et même de chercher une place de stationnement à votre place. Est-ce que selon vous, les voitures conduites par intelligence artificielle sont-elles un danger pour l'avenir, ou au contraire c'est l'avenir des voitures ? Je pense que c'est le progrès, donc forcément si c'est construit, donc je pense que les personnes qui construisent ces voitures, ils savent ce qu'ils font. Après, on a quand même d'habitude de conduire notre voiture. C'est vrai que ça fera bizarre en fin de compte de pouvoir une voiture qui se conduit tout seul. Mais bon. Après, vous aimeriez, vous, avoir un véhicule de ce type ? En tout cas, l'essayer, ça m'amuserait. Ouais. On va passer tout de suite à notre deuxième sujet, avec un thème dont on entend
Souvent parler, c'est être surdoué, un handicap pas reconnu. C'est vrai que si on rencontre un surdoué, on peut penser, comme l'immense majorité des gens, hein, c'est souvent des malheureux préjugés, quelle chance cette personne n'aura pas de problème pour réussir professionnellement. Et c'est vrai que pourtant, la vérité est tout autre. On se trompe bien souvent sur ce qui signifie être surdoué. Et contrairement à cette idée reçue, être surdoué ne signifie pas être plus intelligent que les autres, mais être intelligent différemment des autres. Est-ce que vous trouvez justement que les pouvoirs publics ne mettent pas tellement d'informations concernant les personnes qui sont surdouées, vous, Jean-Marc Mormec? Après, pour moi, c'est abstrait. Qu'est-ce que c'est d'être surdoué? Et c'est justement avoir des difficultés scolaires. C'est souvent aussi des élèves, hein, qui se retrouvent dans des échecs scolaires, qui sont considérés comme des élèves sans avenir et qui pourtant sont surdoués, c'est-à-dire qu'ils ont un QI intellectuel supérieur. Alors ces jeunes sont mal compris ou peut-être qu'il n'y a pas assez d'informations pour qu'on puisse détecter en fin de compte cette intelligence. Et je pense qu'après, il faut, s'il y en a beaucoup, il faut commencer à travailler là-dessus. Parce que c'est vrai que c'est aussi mettre un jeune, par exemple, s'il est surdoué dans une école, avec d'autres qui sont, entre guillemets, normales, il pourrait s'ennuyer. Donc, je pense qu'il faut être vigilant là-dessus, il faut pouvoir le détecter, mais comment? Jean-Marc Mormec, on va passer à la toute dernière partie d'émission, c'est les minutes Outre-mer. Et on va parler dans les minutes Outre-mer de la culture ultramarine en hexagone. Et ça, c'est également un sujet qui vous tient à cœur, Jean-Marc Mormec. Alors c'est vrai que la culture, hein, ça peut être les livres, le cinéma, la peinture, les traditions, le monde culinaire. Et c'est vrai qu'à l'occasion de 2011, année de l'outre-mer, les écoles qui en faisaient la demande, ont pu proposer à leurs élèves une exposition grâce à 24 affiches mises à leur disposition. C'était une manière de donner des réponses innovantes et de mettre en avant notamment la culture d'outre-mer. Est-ce que vous trouvez qu'il y a assez d'opérations de ce type à l'école? Après, je ne sais pas, parce que je ne suis pas un peu dans le milieu scolaire, je ne sais pas ce qui se fait, mais je pense que, en tout cas pour les Outre-mer, il y a pas mal de trucs, même au niveau du ministère des Outre-mer, à la délégation, on fait pas mal de choses. Il y a de plus en plus de choses, donc pour l'instant ça va, et puis il y a encore des choses qui vont venir, qui vont s'améliorer, donc je me dis... On est dans un changement et c'est bien qu'il y ait des choses. Et concernant cette initiative, en l'occurrence en 2011, cette idée qui avait été dans les écoles d'exposer plusieurs affiches sur la culture ultramarine. Parce que c'est une bonne chose, c'est aussi de pouvoir découvrir les Outre-mer. C'est vrai qu'on est français, les Outre-mer en général sont français, on est français. Donc de pouvoir aussi, ces changements de culture, de faire découvrir aux jeunes une autre culture, qu'il y a aussi les Outre-mer et ce qu'il y a dans les Outre-mer, qu'est-ce que c'est, les endroits. Mais je pense qu'on devrait faire par contre plus de choses pour les Outre-mer, ne serait-ce qu'au niveau même de la météo. On devrait aussi pouvoir parler aussi du temps qu'il fait dans les Outre-mer et pouvoir le situer. Comme ça permet aux plus jeunes de savoir que aussi, que les Outre-mer font partie de la France et qu'on est français. Et le 17 mars dernier a eu lieu le lancement symbolique de la Cité des Outre-mer dans le parc de la Villette, hein, à Paris, qui ouvrira ses portes d'ailleurs en 2019. C'est vrai que c'était une promesse, hein, de campagne de François Hollande en 2012. D'ailleurs, il avait repris à son compte à ce moment-là la proposition de l'ex-premier ministre Lionel Jospin. Est-ce que vous pensez qu'il y a un vrai changement de mentalité grâce à ce lieu qui aura faire découvrir toute cette culture? Je pense que ça peut que faire du bien, comme je l'ai dit, c'est aussi une découverte des Outre-mer, donc il y aura, j'espère que ce lieu sera pas mal fréquenté par le public, et puis on pourra découvrir ce qui se passe un peu dans les Outre-mer, pour qu'il y aura beaucoup de curieux en tout cas, parce que c'est toujours intéressant de découvrir des choses un peu nouvelles. Eh bien, merci beaucoup, Jean-Marc Mormec, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes délégué interministériel pour l'égalité des chances et des Français d'outre-mer. Merci d'avoir été avec nous sur notre plateau. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude, avec un invité qui viendra sur notre plateau faire son bilan. Prenez soin de vous.